أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا على قناة إنوف تيفي، وهذه المرة مع برنامج الحماية الاجتماعية وفق منظور النموذج التنموي الجديد. هذه المسألة الاجتماعية التي هي أساسا الركيزة الأولى والأساسية والهدف الأسمى للدولة الاجتماعية وللنموذج التنموي الجديد. فمرحبا بكم إذن. Bienvenue chers téléspectateurs sur Innov TV et bienvenue à vous dans cette émission sur le nouveau modèle de développement, mais cette fois-ci sur la question de la protection sociale qui est le pivot essentiel et principal et la raison d'être du nouveau modèle de développement dans la vision de l'État social prochain. Bienvenue à vous donc et merci pour votre attention et à bientôt. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Policy Center for the New South a le plaisir de vous accueillir pour la 3e session de son cycle de conférences sur la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Cette série de conférences, qui se décline en 4 sessions, s'est précédemment penchée sur la gouvernance des réformes, ainsi que sur la gestion macroéconomique et les réformes sectorielles au Maroc. Nous vous proposons aujourd'hui une discussion sur la protection sociale au Maroc, modérée par M. Larabi Jaïdi, Senior Fellow au Policy Center for the New South, avec M. Abdelaziz Adnan, Directeur général de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, et M. Aziz Ajbilou, professeur affilié à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Place au débat. On peut y aller. Merci beaucoup. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, chers collègues, chers membres du Policy Center. Nous nous retrouvons ce soir pour notre 3e rencontre de ce cycle que nous avons organisé sur le modèle de développement. Comme ça a été annoncé, le thème de ce soir porte sur la protection sociale. C'est un thème extrêmement important, je dirais même crucial pour la réussite, si je peux me permettre ainsi, du modèle. N'oublions pas que le modèle de développement, sa finalité première, c'est le citoyen et c'est l'homme. C'est le bien-être individuel et le bien-être d'un certain nombre de catégories sociales, notamment celles qui sont dans une situation la plus vulnérable et les moins protégées face aux risques. Donc il était tout à fait normal et naturel que la réflexion de la Commission sur le modèle de développement donne à cette thématique une dimension extrêmement importante et un intérêt extrêmement profond pour examiner évidemment la situation et l'état des lieux de ce système de protection sociale et proposer un certain nombre d'orientations stratégiques qui auraient été sujet du débat. Je crois que l'esprit de l'initiative du Policy Center quant à l'organisation de ces rencontres tient à non pas tout simplement restituer un certain nombre de diagnostics ou des orientations même stratégiques proposées. Ça a fait déjà l'objet d'un certain nombre de débats publics depuis la sortie de ce modèle, depuis son adoption et le soutien dont il a bénéficié par la plus haute autorité du pays.
Mais surtout, c'est cela la finalité première de ce cycle, d'inviter les acteurs concernés par cette thématique et en même temps les institutions qui, de près ou de loin, participent à la mise en œuvre de ce système de protection sociale, de réfléchir sur l'implémentation, la mise en œuvre. Quelles sont donc les conditions que l'on doit réunir pour faire réussir les grandes orientations stratégiques, sachant que ces orientations stratégiques ont déjà donné lieu à un grand débat, et peut-être qu'il y a des ajustements à introduire, peut-être qu'il y a des aspects qui n'ont pas été abordés par le rapport du modèle sur la question du système de protection sociale. Comme vous le savez, comme on le sait tous, en tout cas pour ceux qui sont des initiés de ce thème, le système de protection sociale au Maroc est parvenu à une étape de charnière, celle de s'interroger sur son devenir, et il se trouve confronté à un certain nombre de difficultés depuis déjà quelques années. Ces difficultés ne sont pas les premières, elles ne sont pas les dernières, parce que tout système de protection sociale doit connaître une certaine évolution dans un environnement complexe et dans un environnement changeant. Il est surtout l'objet d'un certain nombre, je dirais, de critiques ou d'interpellations des citoyens, d'interpellations des acteurs même qui gèrent ce système, des décideurs publics. Et donc, dans cette interpellation, il faudrait faire un arrêt sur le diagnostic de la situation pour proposer des réformes conséquentes. Comme vous le savez, le système de protection sociale est construit sur la longue durée, depuis l'indépendance du Maroc, si ce n'est même depuis sa naissance, dans les périodes de protectorat, sur un double palier, 2 volets, un système, une composante contributive, organisée, structurée, composée essentiellement de la couverture médicale et puis de la retraite. C'est un volet contributif dans lequel interviennent par un financement, un mode de financement des acteurs concernés par cette couverture. Et d'un autre côté, c'est le système non contributif, qui est beaucoup plus un système d'assistance sociale et qui réunit un ensemble de larges programmes, de grands programmes ou de petits programmes construits par des sédiments dans le temps historique et qui aussi pose la question fondamentale de sa cohérence. Donc un des objectifs du débat tel qu'on l'a construit, tel qu'il a été conduit, et tel qu'il a donné lieu à des études remarquables faites par les administrations de l'État, notamment le ministère des Affaires générales, qui a conduit, avec l'appui d'un certain nombre d'institutions et d'experts, une grande réflexion sur le système dans ses différentes composantes. Et nous avons parmi nous une des personnes qui ont contribué le plus à cette réflexion en profondeur sur la refonte du système. Il a donné lieu à des études et à des initiatives, à des actions faites par un certain nombre de composantes, notamment la CNOPS pour tout ce qui est l'assurance maladie, par l'action et la conduite et en même temps l'orientation de notre ami Adnan qui est parmi nous. Donc en fait, il y a beaucoup d'acquis déjà du système. Il ne s'agit pas de rejeter un système, il s'agit de voir qu'est-ce qui marche le bien, qu'est-ce qui marche le moins bien, quels sont les dysfonctionnements, quel est l'état de la couverture, de la population cible, et donc par conséquent, quels sont les ajustements à établir. Et au cours de ces dernières années, beaucoup d'initiatives ont été prises pour donner à ce système de protection un peu plus de profondeur dans la couverture des personnes cibles, et d'énormes chantiers ont été conduits, dont l'AMO il y a quelques années, dont le RAMED aussi il y a quelques années, mais disons dans un horizon un peu plus court. Il y a les réflexions sur la refonte du système de la retraite au Maroc, même si la réforme actuelle est encore dans un gué entre une réforme en profondeur et une réforme amorcée, mais qui attend sa deuxième phase, sa deuxième étape. Et en même temps, tout le système aussi de l'assistance sociale qui a donné lieu à différents programmes et différentes révisions. Donc, mais en dépit de ces avancées qui ont été enregistrées sur la durée, le système de protection sociale demeure, comme on l'a dit, confronté à de nombreux défis.
Et un de ces défis, c'est cette dualité de ces composantes, c'est celle de la fragmentation de ces composantes, c'est celle aussi de la gouvernance du système dans sa globalité, c'est celle évidemment de la nécessité de rechercher une approche plus intégrée du système. Est-ce que cette approche intégrée, c'est celle que l'on va construire notamment à partir d'un régime universel? Et qu'est-ce qu'on entend par régime universel? Sachant que dans le système de protection sociale, il y a aussi plusieurs composantes. Souvent dans le débat public, on réduit ce système à sa dimension de couverture maladie, quelle que soit son importance, évidemment. Mais au fait, il couvre aussi la question de la retraite, il couvre aussi tous les mécanismes d'appui aux personnes vulnérables et d'assistance sociale. Donc n'oublions pas ces différents aspects. Peut-être que la Commission s'est penchée beaucoup plus sur la couverture maladie et sur le système, je dirais, d'assistance sociale, mais pas la retraite, parce qu'elle avait donné lieu à une initiative déjà d'une commission qui travaillait sur ces, et qui a pris déjà un certain nombre de mesures pour son ajustement. Donc, comment aller vers un système plus intégré? Comment étendre la couverture? Parce que c'est là le principal défi. Comment étendre la couverture à toutes les personnes actives et non actives qui ne sont pas couvertes aujourd'hui, qui ne sont pas couvertes soit dans la différentes composantes du système, maladie, retraite et autres, ou qui sont couvertes par certaines composantes et pas d'autres, d'une certaine manière. Et l'enjeu, c'est de donner justement cette vision globale du système, une vision globale enfin de la réforme, qui doit être une réforme construite sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases qui, non seulement dans la finalité, c'est d'assurer une couverture de base minimale, quel niveau, quelle taille, pour l'ensemble des populations, et pour harmoniser cette couverture, pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre ceux qui sont in, ceux qui sont out dans le système, disons, de l'activité et de l'emploi d'une certaine manière, mais aussi et surtout, ce qui est le plus important, au-delà de l'extension de la couverture, c'est la pérennité du système. C'est la pérennité du système. La pérennité, c'est-à-dire garantir sa longue durée, garantir sa capacité à faire face non seulement aux risques couverts actuellement ou à couvrir, mais à l'émergence de nouveaux risques. Nous sommes aussi dans un environnement qui est extrêmement instable, je dirais même inquiétant pour le citoyen, qui voudrait rassurer à la fois par une protection sur les domaines de risques classiques, mais les domaines de risques qui commencent à émerger et sans les citer dans le détail. Pérennité du système, pérennité financière qui engage à la fois les acteurs concernés, le contributeur, le monde de l'entreprise, l'État, mais aussi, surtout pour les populations les plus vulnérables, la contribution de l'État et sous quelle forme et selon quelle modalité. Ça, c'est un des enjeux les plus importants. Surtout que la réforme a été déjà lancée aujourd'hui, elle est dans le chantier, avec déjà cette approche de l'hétérogénéité des populations à couvrir, et évidemment, toutes les questions de couvrir qui, couvrir quoi, selon quelle forme, selon quelle modalité. Le deuxième défi qui me paraît extrêmement important, et qui est intrinsèquement lié au financement, c'est le défi institutionnel. Donner de la cohérence, c'est de la coordination. Donner de la cohérence, c'est sortir d'un système compartimenté. Donner de la cohérence, c'est avoir une visibilité qui soit partagée par l'ensemble des acteurs, même si on peut considérer que ce système peut fonctionner sur chaque domaine particulier selon les mécanismes institutionnels qui lui sont appropriés. Donc cette question est, à mon avis, extrêmement importante. Évidemment, on peut discuter longuement sur le concept de la protection sociale. Les derniers développements sur cette question par les organismes internationaux, à la limite étendre la protection sociale, pas tout simplement à la question de la retraite ou à la question de l'assurance maladie ou à la couverture, je dirais, pour les populations vulnérables, mais aussi à l'emploi, au-delà de l'emploi, à l'éducation et au lien entre l'éducation et l'emploi. La notion même du socle aujourd'hui de protection sociale nous interpelle. Et la Commission peut-être a développé un certain nombre de réflexions beaucoup plus sur certains compartiments, mais pas sur la vision d'ensemble du système. Ça, ce sont des questions qui, à mon avis, sont extrêmement importantes, mais comme je le disais, les thèmes les plus importants, c'est l'institutionnel, le financement, les modalités de couverture et comment implémenter dans l'action. Il y a des propositions qui sont déjà en cours
de mise en route, ou en tout cas d'adoption à travers la loi de finances. Arrêtons-nous enfin, sur ces modalités d'implémentation qui garantissent véritablement que cette réforme va aller dans le bon sens, ce chantier va être véritablement approprié par les acteurs et donner lieu aux résultats attendus, c'est-à-dire de prévenir les risques, de corriger ou de donner enfin une modalité de curative pour les risques existants, et en même temps et surtout avoir l'adhésion de nos citoyens. Aujourd'hui, enfin, le citoyen marocain est dans une situation un peu de défiance par rapport à ce système. Quels que soient les acquis du système, il est dans une situation de défiance. Il faut donc le rassurer sur la capacité de l'État et la capacité des acteurs à construire un régime qui soit cohérent et un régime qui soit pertinent et pérenne sur la longue durée. Avec nous, enfin, dans ce débat, mon ami Abdelaziz Adnan, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, enfin, sur cette question et sur d'autres, pendant enfin, la réflexion sur l'assurance maladie, enfin, déjà dans la première version, qui est connue évidemment à la fois par sa capacité à gérer une institution aussi délicate que celle de la CLOPS ou celle de l'assurance maladie, peut-être pas la CLOPS en tant que telle, enfin, dans le régime assurantiel actuel, conventionnel, qui a un long parcours du ministère des Finances, notamment jusqu'à la prise en charge de la responsabilité enfin, de la CNOPS, qui est présent dans le débat public et qui est surtout un homme d'une grande intégrité parce que c'est le seul Marocain qui a été primé par Transparence Internationale en termes d'intégrité dans sa gestion enfin, de son institution. En tant que personne, en tant que telle, ce qui est extrêmement important à souligner. Et qui, évidemment, enfin, n'hésite pas, quand le débat est ouvert, d'exprimer son point de vue. Et nous le remercions beaucoup enfin, d'avoir répondu encore une fois à notre appel. Et certainement, il répondra à d'autres appels, parce que nous aurons enfin, aussi d'autres débats à réunir autour de cette question. À ma gauche, évidemment, c'est mon ami aussi Aziz Bilou, que je connais aussi depuis longtemps, qui a géré de manière remarquable le CERED dans un premier temps, démographe, statisticien, et qui a donné au CERED enfin, une dimension extrêmement importante de réflexion sur les questions enfin, démographiques, en tout cas du temps de la splendeur du CERED, je m'excuse si je l'utilise ainsi, ce terme, et qui en même temps, en tant que haut cadre de l'État, a joué un rôle important au sein du ministère des Affaires générales pour réfléchir sur le système de protection sociale avec une grande profondeur dans ses différentes dimensions, et la Commission a considéré que l'acquis enfin, de la réflexion enfin, du ministère était extrêmement enfin, important. C'est aligné sur beaucoup d'aspects développés enfin, par les travaux enfin, du ministère des Affaires générales. Et je pense que aussi, il continue de porter ce projet, pas tout simplement en tant qu'au cadre de l'État, mais il le porte dans son cœur, parce que c'est une dimension, comme je dis, qui nous interpelle tous, c'est celle de demain, le Marocain, que lui garantir comme sécurité contre le risque et de quelle manière et sous quelle forme. Je vais commencer donc par donner la parole à Abdelaziz Adnan. Nous avons un quart d'heure, 20 minutes d'intervention pour laisser un peu de temps, ou un temps suffisant en tout cas, enfin, au débat avec la salle. Malheureusement, on devait aussi recevoir notre collègue et amie Madame Helou pour donner sa réflexion, nous présenter sa réflexion, ou la réflexion enfin, de la Commission sur le système de protection sociale et notamment le volet enfin, éducatif. Elle a dû s'excuser pour des raisons de contrainte qui supposent sont hors de sa volonté. Et nous allons utiliser à la fois le temps qui est disponible pour le répartir entre les intervenants pour aller un peu plus en profondeur sur ces questions. Merci. Adnan, à toi la parole. Merci. C'est avec un grand plaisir que je prends part à ce débat pour la deuxième fois, marqué par la présence de Monsieur le ministre Fethallah Oualalou et Madame la ministre Nzah Chkrouni. Ça me rappelle ce grand projet qui a été porté par Feu Abdelrahman Yousfi. Et c'était la chose qui m'a marqué dans toute ma carrière, donc par rapport à la généralisation de la protection sociale dans notre pays.
je dirais trois dates, trois moments clés. D'abord, l'adoption de cette loi en Conseil des ministres tenu à Dakhla. C'était en 2002. La deuxième date clé, c'était la mise en œuvre de cette loi. C'était le 18 août 2005. Et aujourd'hui, avec la généralisation, je dirais qu'on marque un tournant historique pour notre pays. Je dirais que le Maroc solidaire est en marche à travers la consolidation de l'État social, d'un État qui est à l'écoute des besoins de sa population. Il faut rappeler ici que tous les pays développés qui ont mis en place un système de protection sociale l'ont fait durant les 30 glorieuses, donc ils n'avaient pas les contraintes que nous avons aujourd'hui. Et donc, au Maroc, non seulement des contraintes économiques et sociales, mais également des contraintes liées à la triple transition démographique, épidémiologique et technologique qui pèse de tout son poids sur l'extension, la généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale de base. Ces contraintes, bien sûr, vont inéluctablement transformer tout l'écosystème santé et protection sociale en termes de besoins, en termes de déploiement, en termes de formation du capital humain, etc. Donc, et par rapport à cette généralisation, je me limite à quelques défis qui se posent aujourd'hui, en tout cas que je tiens à évoquer, parce que l'ampleur et l'envergure de ce projet complexe est quelque chose qui est inédit par rapport aux acteurs qui sont chargés de l'implémenter. Et donc, je mesure tout le poids, toute la responsabilité qui pèse sur nos camarades à la CNSS ou au sein des administrations des différents ministères. Donc, c'est un projet, un programme franchement inédit, puisque le temps qui nous est imparti pour généraliser la protection sociale est court, est extrêmement court et contraignant. Donc, le premier défi, c'est celui de la mise en œuvre. Et je suis heureux qu'un comité stratégique présidé par le chef du gouvernement et un comité technique présidé par le ministre délégué chargé du budget s'est mis déjà en place. J'ai assisté récemment à une réunion, et donc des réunions hebdomadaires. Donc sur ce plan-là, franchement, je suis rassuré. Maintenant, s'agissant de l'organisation, de la méthodologie pour gérer tout ce programme vaste et complexe, moi je pense qu'il faut recourir à une sorte de Project Management Office, un PMO, qui doit être décliné non seulement au sein des ministères concernés, mais également au niveau des caisses chargées d'implémenter ce vaste projet. Et ça doit se faire non seulement au niveau central, mais également au niveau périphérique, au niveau des régions, parce que l'un des enjeux sur lesquels il faut se pencher, c'est la mise à niveau de tout le système de santé publique. Et je pense le temps, les délais qui sont retenus sont extrêmement contraignants. La crainte, c'est d'avoir une offre ou une demande des soins, mais face à cela, peut-être l'offre des soins risque de ne pas suivre. Et à l'instar de ce qui a été fait pour la CNSS, qui ont bénéficié de mesures dérogatoires pour engager leur projet, je pense que le ministère de la Santé doit bénéficier également de ces mesures dérogatoires qui vont lui permettre d'implémenter et de mettre à niveau les différents projets par rapport à la mise à niveau et à l'attractivité des structures hospitalières publiques, notamment les centres de santé de proximité.
Deuxième défi, je crois que tu l'as évoqué, c'est celui de la gouvernance. Tout le monde le sait, la gouvernance des systèmes. Et je parle plus précisément de la couverture médicale de base, connaît de sérieuses limites. Et la question se pose quant à la refondation de cette gouvernance. Et cette refondation, je crois, il doit nous mener à réfléchir sur la gouvernance des finances sociales qui ne cesse de prendre de l'essor durant les prochaines années. Faut-il adopter une loi sur le financement des finances sociales ou de la sécurité sociale, comme ça a été fait en France en 1996, ou peut-être intégrer ce segment finances sociales dans la loi organique des finances pour avoir une vision intégrée des finances, parce que les interconnexions entre les deux sont évidentes et appellerait à une vision globale et intégrée par rapport à la gestion de ce segment des finances. Donc, l'une des mesures qui ont été prises également récemment, c'est la tutelle du ministère des Finances sur les caisses, la CNSS et la CNOPS. Moi, je pense que c'est une mesure, en tout cas, je la ressens comme étant salutaire pour la bonne gouvernance, volet pérennité, équilibre des régimes, et également par rapport aux capacités managérielles qui existent au sein de ces ministères. Preuve en est les textes d'application qui... Aujourd'hui, on le voit chaque semaine, le gouvernement adopte les textes d'application de cette extension de la protection sociale. Alors, le troisième défi, et je crois qu'il est extrêmement important, c'est la définition d'un panier de soins solidaire. Je crois dans le rapport de la Commission, on parle des soins essentiels. La question se pose en termes de contenu. Quel contenu va-t-on donner à ce panier de soins? Quelle évolution? Comment faut-il le faire évoluer? Quel niveau de couverture? Et faut-il distinguer entre les gros risques qu'on couvre bien à 100%, comme on le fait aujourd'hui pour les affections lourdes et les maladies chroniques, ou faut-il moduler les taux de couverture en fonction de la situation financière ou des assurés, et adopter éventuellement ce qu'on pourrait appeler un bouclier sanitaire pour certaines catégories? Dès qu'ils dépassent un certain montant, bien sûr, ils doivent être pris en charge à 100%. La répartition également entre de ce panier de soins entre l'assurance maladie de base et les complémentaires, parce qu'il y en a, il y a les mutuelles, il y a les compagnies d'assurance privées, et ça, je crois, bon nombre de pays l'ont fait. Et on assiste chez nous aujourd'hui pratiquement à la généralisation des fondations des offres sociales qui interviennent fortement dans la santé en prenant en charge un certain nombre de dépenses. Et un quatrième défi, c'est celui d'aller, et je reprends les termes du rapport, un système inclusif et solidaire à travers la refondation de la solidarité. Parce qu'aujourd'hui, moi, je considère personnellement que la solidarité chez nous est tronquée, elle est quelque peu dégressive. Ce sont les plus nantis qui bénéficient des soins aujourd'hui, et ce sont les plus nantis qui paient le moins, puisque nous avons des plafonds, en tout cas à la CNOPS, contrairement à d'autres assureurs, notamment la CNSS, il n'y a pas de plafond. Et donc, ça suppose que dans le cadre de cette généralisation, qu'on adopte des mesures et des mécanismes concrets pour faire jouer pleinement les outils de la redistribution
parce que c'est le rôle de ces caisses, un rôle redistributif au profit de ceux qui en ont besoin. Et je rappelle, les fondateurs ont toujours parlé de chacun doit contribuer en fonction de ses capacités, chacun doit consommer en fonction de ses besoins. Alors, le cinquième défi, c'est celui de la régulation. Je peux vous dire, en tant qu'acteur, nous souffrons de la régulation telle qu'elle est implémentée aujourd'hui, de la maîtrise également des coûts des soins, et qu'il s'agisse des médicaments, des dispositifs médicaux, etc. La dernière fois, ici même, j'avais dit que il est anormal que le Marocain paye 3 fois plus ou 4 fois plus le médicament, plus cher que le Français qui a un pouvoir d'achat 7 fois plus élevé. Bien sûr, je dis ça non pas comme ça en l'air, mais nous avons des études, des chiffres très précis. Et comme disait l'autre, les chiffres sont têtus. Donc, le sixième défi, et non parmi les moindres, c'est la refonte des lois et des textes qui régissent le système de santé et de la protection sociale. Nous avons 4 lois à réviser. La loi 65/12 sur l'assurance, sur la couverture médicale, la loi 98/15, l'assurance maladie des indépendants, la loi 1702 sur la sécurité sociale, la loi 3409 sur le système de santé et l'offre de soins, qui une très belle loi, sauf que depuis 2013, les textes d'application ne sont pas sortis, et ça aussi c'est un autre problème. On a peut-être cette capacité de sortir certaines lois qui n'ont rien à envier à ce qui se passe ailleurs, mais quand il s'agit des textes d'application, ça tarde, ça prend des années à les sortir. L'exemple de la couverture médicale de base, il y a des textes d'application très simples qu'on attend depuis 2005, ça fait 15 ans. Le septième défi, c'est l'intégration de la protection sociale et plus particulièrement de la couverture médicale de base dans le système de santé public. Parce qu'aujourd'hui, quand on a mis en place l'assurance maladie, le ministre de la Santé à l'époque disait que ce sera une sorte de cercle vertueux. Les hôpitaux publics vont trouver les financements grâce à la mise en place de la couverture médicale de base. Malheureusement, tel n'est pas le cas, puisque aujourd'hui, les hôpitaux publics ne captent que 6% par rapport à l'ensemble des dépenses, et donc c'est extrêmement ridicule pour plusieurs raisons, parce que l'hôpital public est soumis à une concurrence, j'allais dire, déloyale, parce que l'hôpital n'a pas toujours les mêmes procédures, les mêmes procédures d'achat, les mêmes équipements. Il est déserté peut-être par les professionnels, certains professionnels qui exercent ailleurs que l'hôpital public, et donc c'est un véritable problème, sans parler également des problèmes de pénurie des ressources humaines, de leur répartition sur le territoire, des déserts médicaux que nous avons dans certaines régions. Donc je crois que tout ça nécessite une mise à niveau, une révision des relations entre l'hôpital public et les caisses d'assurance maladie, quitte à prendre des mesures volontaristes pour favoriser l'accès à l'hôpital public, parce que personnellement, je vois mal demain que les extramidistes qui deviendront des assurés à plein entière allaient dans un hôpital qui est dépourvu peut-être des moyens pour accueillir décemment les citoyens. Et donc, le risque
d'une reproduction élargie des dysfonctionnements, il est là. Et donc, il faut y travailler avec tous les acteurs concernés. Le 8e défi que nous vivons et auquel on est confronté, c'est la transformation digitale des systèmes de santé, notamment des hôpitaux publics. Quand on parle du dossier médical patient, il a été implémenté récemment en France, c'est-à-dire il y a 4 ans ou 6 ans à peu près. Quand on parle des parcours coordonnés des soins, donc comment va-t-on le faire, comment va-t-on suivre ce parcours si l'hôpital public est aujourd'hui en retard par rapport à ce qu'on aurait pu espérer pour accompagner cette transformation digitale et adopter cette fameuse carte santé, parce que ça figure dans le programme du gouvernement. À l'horizon 2024, on devrait l'avoir. Et donc, moi, je pense qu'il faut des équipes dédiées à ce volet-là. Je l'avais toujours évoqué dans les commissions qui s'occupent de ça. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème hautement stratégique. Il y va également de la souveraineté numérique du pays par rapport à cette question, parce que nous dépendons de l'offre étrangère et je vois mal un système de protection sociale aussi grand, aussi complexe, dépendre d'un fournisseur, d'un prestataire étranger. Donc j'appelle personnellement à développer une ingénierie nationale, à renforcer les capacités, et nous avons des champions qui ont œuvré dans ce domaine et qui sont implémentés à l'étranger. 9e défi, c'est celui de la formation du capital humain. La dernière fois, j'avais évoqué cette ingénierie de la protection sociale qui ne s'improvise pas, parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, on a été formé sur le tas, donc personne d'entre nous n'a été formé pour être manager d'un organisme de prévoyance sociale. Donc il faut œuvrer pour qu'une école de formation à la protection sociale soit, en place pour accompagner, c'est un levier pour accompagner toutes les caisses, qu'il s'agisse des caisses d'assurance maladie ou des retraites ou même les autres institutions qui gèrent également les autres filets de sécurité qui existent dans notre pays. 10e défi, je m'arrête là, c'est la qualité des soins et la qualité des services. Et j'évoque toujours un arrêté du ministère de la Santé sur les normes médico-techniques d'implantation des cliniques privées qui date de l'année 2000, qui est extrêmement rudimentaire et qui ne peut aucunement répondre à des normes de qualité. D'ailleurs, fort heureusement, les cliniques privées que je visite font autre chose que ce qui est recommandé dans cet arrêté. Donc, nous avons un décalage entre les textes, qui sont parfois vétustes, et la réalité. Et donc, qualité des soins, qualité des services offerts aux usagers. Donc, tout cela nous interpelle. Et dernier point, pour ne pas l'oublier, c'est bien sûr la coordination avec tous les autres segments de la sécurité, les filets de sécurité. On oublie de parler des établissements publics qui gèrent des volets dédiés à l'enfance, l'entraide nationale, l'Agence de développement social et tous les autres programmes qui sont gérés directement par les ministères. Moi, je crois, et certainement Siege Bilou va en parler, donc cette vision intégrée, cette extension de la généralisation de la protection sociale ne devrait pas nous faire oublier
le reste des filets de sécurité qui sont déjà implémentés. Merci. Merci Abdelaziz pour, je dirais, ce regard extrêmement pertinent et profond d'un acteur du système, mais en même temps qui prend ses distances par rapport à ces dysfonctionnements. Ces distances, quand je dis ces distances, c'est-à-dire du point de vue de l'approche et puis surtout de la capacité propositionnelle à réformer. C'est ce qui évidemment fait en sorte qu'aujourd'hui, dans ce débat, l'aspect implémentation de la réflexion sur le système de protection sociale est un peu plus lisible et je dirais un peu plus visible. Ce n'est pas étonnant parce que nous avons avec nous des acteurs de ce système qui réfléchissent peut-être mieux que ceux qui sont dans une logique tout simplement, je ne dirais pas d'analyse théorique, mais d'approche de réflexion sur une cohérence d'un mécanisme, une cohérence d'un système. Vous avez relevé des immenses défis qui sont autant de chantiers. Chacun des défis est un chantier réglementaire, un chantier de gouvernance, un chantier de financement, un chantier évidemment aussi d'engagement des acteurs et de l'État dans la mise en place de ce dispositif. Ça commence par la gestion de la réforme, par ceux qui la conduisent, à la gouvernance, en passant par les aspects relatifs à la définition du panier, chose qui est extrêmement importante, définition du panier qui soit un panier minimal, accepté, non discriminant, et qui en même temps est financé dans la durée, avec ces mécanismes de régulation, de conventionnement qui permettent cet ajustement des besoins face à la contrainte financière. Et au-delà de cet aspect-là, c'est la refonte aussi législative et réglementaire qui est un des domaines importants. Et dans le regard de Abdelaziz, ce que je relève aussi de manière importante, ce n'est pas tout simplement l'assurance maladie en tant que système d'assurance. C'est comment ce système d'assurance va être impacté dans les doubles relations par le système de santé publique. On ne peut pas aller vers un système de couverture maladie ou d'assurance maladie qui soit efficace sans réfléchir sur le statut et la situation de ce malade qu'est l'hôpital public. Et donc, par conséquent, il faut commencer par revoir ce mécanisme de fonctionnement et de la relation, je dirais, public-privé dans l'ensemble du dispositif de couverture ou d'offre des soins, en tenant compte évidemment d'un certain nombre de normes qui sont importantes pour en garantir l'efficacité et être dans cette logique de transformation avec des outils niveaux, comme vous avez dit, sur la digitalisation qui peut aider véritablement à mieux assurer l'atteinte des objectifs. Deuxième intervenant, c'est Aziz, qui va aussi certainement rendre les choses plus claires dans leur complexité, parce que c'est une réflexion sur les autres composantes du système de protection sociale et surtout comment pouvoir aller vers une vision qui soit intégrée. Et à la limite, si Abdelaziz est en train de réfléchir, on réfléchit sur comment apporter des réponses au dysfonctionnement d'un système qui, à la limite, pour les actifs qui sont déjà assurés, fonctionnaires ou salariés du secteur privé, si Aziz va certainement s'attaquer à l'autre composante de la société qui n'est pas moindre du point de vue volume, celle qui est exclue du système de protection sociale et auquel il faut trouver des réponses adéquates. Je donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, je voudrais remercier le président de Policy Center et également le président de la Commission de développement de nous avoir invités pour cette session sur un thème d'une importance capitale pour notre société. Je pense qu'on a besoin de multiplier ce genre de débat sur des thématiques comme celle-là. Et j'invite mes collègues universitaires et mes collègues chercheurs à s'approcher davantage de l'administration parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de travailler ensemble, on a besoin de faire l'échange
Et on a besoin de voir clair sur les choix stratégiques sur un certain nombre de thématiques qui touchent les politiques publiques. Voilà une thématique, effectivement, qui n'est pas simple à traiter. Effectivement, je vous donne un simple exemple, c'est quelle définition peut-on donner à la protection sociale? Il y a beaucoup de gens qui parlent de la protection sociale et parfois il y a une confusion entre le sectoriel et la protection même sociale telle que définie par l'ensemble des pays et par les instances internationales. Je dirais que d'abord ce sont des mécanismes contributifs, non contributifs, assurantiels, non assurantiels. Et à travers ça, l'État doit intervenir pour éliminer, pour répondre aux besoins de la population, pour ne pas tomber dans la vulnérabilité et pour ne pas tomber en fait dans pour faire face aux risques sociaux surtout. Et là, on fait allusion à la pauvreté, à la vulnérabilité, à l'exclusion sociale. Mais le plus important ici, c'est que c'est durant tout le cycle de vie. Donc, je pense que la clé de travail, c'est le cycle de vie. C'est-à-dire que vous avez des étapes dans la vie et que chaque fois, il faut intervenir à travers la protection sociale pour corriger les insuffisances, pour corriger en fait les défaillances dont souffrent les secteurs. L'éducation, la santé, le développement social et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire qu'on ne doit pas mélanger entre la politique sectorielle et la politique en matière de protection sociale. La politique en matière de protection sociale elle vient en appui pour résoudre un certain nombre de problèmes, pour aider celui qui travaille sur la santé à trouver des solutions dont il souffre dans son métier. Par exemple, Nan a cité un certain nombre d'exemples tout à l'heure. L'éducation, il y a l'abondance scolaire et ainsi de suite. Il y a le problème du chômage au niveau de l'âge actif. Il y a le problème en fait, des exclus au niveau de l'âge avancé. C'est les retraités, c'est le vieillissement, c'est l'isolement, c'est l'abandon et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que l'approche cycle de vie, elle donne beaucoup plus de visibilité pour agir. Alors, là, c'est un chantier, comme j'ai dit, très important parce qu'il est porté par Sa Majesté et à son initiative, effectivement, en 2018, il a invité le gouvernement à réfléchir. Mais à réfléchir en profondeur sur la question. Pourquoi? Parce que, ça a été dit par CJID, c'est qu'il y avait ce rapport-là qui était publié sur le mapping du programme de la protection sociale. Et la conclusion, sincèrement, on n'arrive pas à digérer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de programmes qui dépassent une centaine. On parle de 120, 140 programmes, mais aucune concordance dans ces programmes-là. Et ce sont des programmes qui coûtent entre 35 et 40 milliards de dirhams. Donc, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans des différents départements. Et chacun utilise cet outil-là de protection sociale dans son département. Tous les départements, pratiquement tous les départements, ils ont au moins un programme de protection sociale. Mais comment lier tout ça? Comment travailler sur l'ensemble? Comment, c'est la question de la gouvernance qui a été citée tout à l'heure, mais comment harmoniser tous ces programmes? C'était la question, d'ailleurs, lancée par Sa Majesté lors d'un discours de 2018. Et à partir de là, moi, je pense que la question a été prise au sérieux et effectivement, il y a beaucoup de défis déjà cités par mon ami Adnan, mais également par le président de la séance. Mais moi, je voudrais en fait insister sur le premier point, c'est que comment faire adhérer tout le monde à ces programmes de protection sociale. Comment inclure la population, surtout exclue. Là, je fais déjà, comme ça a été fait par le président de la séance, c'est qu'il y a les deux systèmes. On laisse de côté le système contributif. Pourquoi? Parce qu'il y a des études encore en fait, pour l'unification des différents systèmes et c'est un traitement à part. Ça n'a rien à voir avec le premier. Le deuxième, c'est l'assistance sociale. Alors, l'assistance sociale, c'est les 140 programmes, c'est l'ensemble des départements, c'est l'ensemble des intervenants. Et comment harmoniser tout ça?
et comment tirer profit en fait de ces montants-là. Le ministre des Finances, il dit les 35 milliards de dirhams, c'est beaucoup. Donc comment les exploiter davantage? Bien entendu, y compris la compensation, qui était à ce moment-là, quand on a chiffré ça, de 12 à 15 milliards de dirhams. Donc c'est-à-dire que la question, avant tout, c'est comment harmoniser tout ça. Deux, comment en fait intégrer le gap, les personnes qui ne sont pas dans le système, dans le secteur, dans la protection sociale, comment les faire bénéficier en fait des dividendes de la protection sociale. Et troisième chose, c'est que comment cibler ces gens-là, comment cibler la population. Donc l'un des défis en fait, c'est le ciblage. Et tout le monde, en fait, sait que nous avons beaucoup de programmes, TISIR, DAM, etc. etc. Mais chaque programme utilise son ciblage. Et qu'il y a des difficultés à harmoniser tout cela. Et aujourd'hui, il y a un travail très important qui est en train de se faire au ministère de l'Intérieur. C'est la question du registre national de la population et le registre social unifié. Là, ça, c'est un système d'information qui va bouleverser le système d'information marocain en entier. Mais c'est là où on doit répondre effectivement aux besoins de la population. C'est là où on peut dire cette personne peut être aidée, cette personne ne peut pas être aidée, d'après un certain nombre de ce collègues. Les statisticiens savent très bien en fait ces méthodes-là qui sont portées par le Haut Commissariat au Plan. Donc la question de ciblage, c'est une question de taille, c'est un défi énorme qu'il faut régler avant tout. Pourquoi? Parce que si vous voulez réformer la compensation, comment faire? Comment faire? Le gaz aujourd'hui, il est à 132 dirhams la bouteille de gaz de 12 kilos. Alors comment réformer ça? Et comment donner à celui qui en a besoin et l'autre, en fait, qui est aisé et qui n'a pas besoin de l'aide, en fait. Donc, c'est-à-dire que ce système-là, il va résoudre cette question-là de ciblage. C'est vrai que ce n'est pas facile à mettre en place ça. On a commencé, je pense, en 2019. Maintenant, nous sommes à la veille de l'expérience pilote. Et je pense que dans les années à venir, on va avoir ce système d'information très, très, très développé. Alors, comment intervenir, moi, je pense? Là, nous avons déjà une feuille de route qui est là, et c'est des priorités qui sont définies par Sa Majesté et qui touchent 4 axes principaux. D'abord, généraliser l'assurance maladie obligatoire à l'horizon 2022. Ça, c'est le premier objectif, en fait, sur lequel il faut travailler. Et la cible, l'indicateur, c'est les 22 millions de bénéficiaires additionnels à l'assurance maladie de base d'ici fin 2022. Voilà un défi, voilà un chantier qui est très important et qu'on doit faire le nécessaire pour pouvoir atteindre cet objectif. Deuxième axe, c'est généraliser la allocation familiale aux enfants. Et là, c'est la cible, l'indicateur, c'est près de 7 millions d'enfants en âge de scolarité. Et puis le troisième axe, c'est élargir la base des adhérents au système de retraite. Ça, c'est la partie retraite. C'est intégrer dans le système environ 5 millions de Marocains parmi les populations actives non titulaires d'un droit à une pension. Et puis le dernier, c'est généraliser l'accès à l'indemnité pour perte d'emploi. Donc, vous voyez ici, il y a l'approche cycle de vie qui est dedans, mais également, il y a en fait un axe horizontal, c'est la question de l'assurance maladie obligatoire qui est là. Alors, le gouvernement, je pense que notre défi aujourd'hui, c'est de réaliser tout ça dans les 5 années à venir. Dans les 5 années à venir. Et ça, moi, je pense, le défi, ça nécessite une mobilisation de tout le monde. Quand on dit une mobilisation de tout le monde, tous les départements concernés, mais également la population concernée. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, voilà, la décision est prise, mais également, il faut que l'ensemble adhère
pour bénéficier en fait de l'ensemble des objectifs ou bien des programmes mentionnés. Alors, ça c'est la première des choses à faire. Je pense que les 5 années à venir, il faut réaliser ces objectifs-là. Alors, la question qui va être posée, c'est par quel moyen? C'est par quel moyen? Et là, c'est la question la plus importante. Moi, je pense que le gouvernement a mis en place un certain nombre de mécanismes pour pouvoir en fait financer les différents programmes. Bien entendu, tout le monde a vu le programme de gouvernement et puis un certain nombre de mécanismes qui sont là. Mais moi, je dirais qu'en fait, il faut prendre les choses au sérieux parce que c'est un défi pour nous tous en fait, d'atteindre en fait, ces objectifs-là en 2025. Alors, l'approche, en fait, pour pouvoir arriver à ça, il y a l'approche cycle de vie, mais également, il y a l'approche assurantielle, c'est-à-dire basculer de l'assistance sociale vers l'assurance sociale. Et là, ça touche, en fait, les ramidistes, les 11 millions de ramidistes, mais également les 11 millions des indépendants, des travailleurs non salariés, ainsi de suite. C'est-à-dire que comment on peut travailler davantage pour basculer vers le système d'assurance. C'est pour ça que M. Adnan a dit tout à l'heure que la tâche la CNSS ne serait pas facile. C'est-à-dire que c'est un morceau très important et qu'il va jouer un rôle très important pour la réalisation de l'ensemble de ces chantiers-là. C'est l'intégration, c'est l'inclusion de l'ensemble de la population qui est délaissée de ce système-là et la faire intégrer dans le système. Bien entendu, c'est en fonction du cycle de vie. Il y a autre chose également. Il y a tout ce qui est lié à la maternité, tout ce qui est lié à la mortalité infantile, tout ce qui est lié à la mortalité néonatale, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que c'est un système intégré qui va de la naissance jusqu'à l'extinction complète de chaque individu. Alors, les défis ont été cités, je ne vais pas les reprendre parce que le problème aujourd'hui, c'est la question de la gouvernance. C'est la question de la gouvernance. C'est-à-dire comment harmoniser l'ensemble des programmes existants, mais également faire aboutir l'ensemble de ces programmes. Il y a déjà un point qui est intéressant, c'est la mise en place d'une commission interministérielle en fait, de coordination de l'ensemble de ces actions-là, sous la présidence du chef de gouvernement, avec bien entendu le travail technique qui est assuré par le budget. Et donc voilà. Donc moi je pense que énormément de défis, énormément de choses sur lesquelles il faut travailler. Alors il y a un point parce que quand on dit confronter ce qui se fait avec ce qui était prévu dans le modèle finalement. Donc la réflexion, dans quelle mesure on peut trouver effectivement ce qui a été proposé dans le modèle, est-ce qu'on a est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on peut l'implémenter? Je pense que là, c'est un cas particulier pour la protection sociale parce qu'effectivement, il y avait toutes les réflexions, mais en même temps, la réflexion a été lancée et puis il y avait une convergence. Il y a une convergence entre les deux réflexions, et aussi bien sur le diagnostic que sur les orientations. Un point qui a été soulevé par la Commission, c'est le revenu minimum. Ça, c'est un point sur lequel il faut travailler, il faut discuter et il faut effectivement le poser sur la table. Dans quelle mesure on peut réfléchir sur cette question-là? Il y a des divergences à l'international même sur le point. Mais comment aider le secteur public à réfléchir autrement et adopter ce concept-là? Mais c'est à travers la recherche, c'est à travers, en fait, c'est à l'université qu'il faut développer ce genre de choses et venir en aide, en fait, au secteur public sur la question. Le reste, moi, je pense que il y a une convergence, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que je ne vais pas répéter les défis qui ont été cités. Énormément de défis, les défis de coordination, les défis de convergence, les défis de l'évaluation.
le défi de l'évaluation, qu'il ne faut pas oublier, le suivi évaluation, et le défi du système d'information, pour pouvoir évaluer l'ensemble des actions en fait prévues. Voilà, je me limite à ce niveau-là pour ne pas dépasser le temps imparti. Merci, c'est Aziz. Là aussi, donc, on a eu droit à un regard extrêmement intéressant et pertinent sur ce grand chantier de la composante non contributive du système de protection sociale, avec à la limite ces questions propres, celles qui ont été évoquées, c'est-à-dire de comment répondre aux risques qui touchent les différents cycles de vie de l'enfance jusqu'au troisième âge, jusqu'à la vieillesse, y compris aussi le risque qui touche une certaine population active qui n'est pas insérée dans l'emploi, à travers la question de l'indemnité emploi. Donc cette réflexion sur les cycles et les mesures spécifiques d'accompagnement de la couverture de risque pour chacune de ces catégories. Le deuxième volet qui a été évoqué, c'est celui aussi de comment assurer le basculement d'un système d'assistance sociale à un système assurantiel, avec la grande problématique du RAMED, qui déjà avait des difficultés à trouver, disons, son élan, et à trouver sa cohérence, à trouver aussi son mode de gestion à la fois transparent et efficace, et qu'il s'agit aujourd'hui de reprendre. Ce n'est pas une mince affaire, parce qu'il y a la population ramédiste, il y a aussi la population hétérogène d'un certain nombre de métiers libéraux qui ont une approche tout à fait différente du RAMED. Donc, ce sont des composantes sociales extrêmement hétérogènes à laquelle il faut trouver des réponses pour le volet assurantiel, mais le volet retraite aussi. Et tout en n'oubliant pas les personnes qui restent en dehors du système et qui sont vulnérables à un certain nombre de risques. Je parle de le troisième âge qui aujourd'hui ne peut pas bénéficier de la retraite, mais peut-être qu'une allocation vieillesse serait une des modalités appropriées à cela. L'accompagnement évidemment de l'enfance, de la maternité, de la naissance jusqu'à premier cycle éducatif à travers un certain nombre d'aides sociales. Comment réfléchir sur la refonte du système actuel et son élargissement. Donc cette notion d'allocation familiale qui sont en elles-mêmes des aides sociales. Donc là aussi, il faut réfléchir sur le lien qu'il y a entre les aides sociales existantes ou à mettre en place avec le revenu minimum. Le revenu minimum est censé assurer un niveau, disons, de garantie de pouvoir d'achat ou de garantie de revenus pour les populations exclues ou les populations pauvres ou les populations vulnérables, mais par des mécanismes d'allocation et qui sont ciblés ou différenciés selon la catégorie de risque, d'une certaine manière. Donc ce qui est à la fois un grand challenge et une question extrêmement délicate, parce qu'il faut trouver la cohérence d'ensemble, éviter le double emploi, éviter les entrées et sorties, comment traiter les entrées et les sorties, dans le risque, d'une certaine manière. C'est tout un ensemble de problématiques extrêmement importantes qui sont encore, disons, dans la table de la discussion, d'une certaine manière. Je vais donner la parole à l'assistance. Là, j'ai apporté quelques éléments additionnels. Nous reviendrons sur la question du revenu peut-être minimum et des systèmes allocatifs ou d'allocation. À vous qui intervient en premier. C'est Mohamed. Vous avez beaucoup parlé. De la décentralisation du système,
je crois que ça va aller au-delà en fait, de cette décentralisation. On fait un tour un tour avant de donner la parole à nos invités pour y répondre. C'est Mohamed. Merci, Jaidi. J'aimerais juste attirer l'attention sur deux points. Le premier point, est-ce que ce nouveau système de protection sociale a-t-il été basé sur une évaluation des ex-systèmes? C'est-à-dire, est-ce qu'on a évalué au moins, je ne sais pas, par exemple, le RAMED? Parce que qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que statistiquement, les dernières statistiques de l'enquête panel des ménages de l'ONDH montrent que seuls 37% des 20% les plus pauvres au Maroc bénéficient du RAMED, alors que 7% des 20% les plus riches bénéficient du RAMED. Ça, en dépit des limites du RAMED. Donc, la moralité, est-ce qu'on ne va pas travailler au niveau des garanties, de garantir comment est-ce que cette nouvelle approche de la protection sociale ne va pas être récupérée par les classes moyennes et les classes riches? Ça, c'est ma première question. C'est-à-dire, que faut-il faire pour un peu faire en sorte que cette protection sociale va aux populations qui en ont vraiment besoin? Ça, c'est le premier constat. La seconde question, si je l'ai bien précisé, est-ce que on va travailler au niveau de l'appui à l'accès? Il ne s'agit pas uniquement de l'accès. Comment intéresser, comment pousser les populations cibles, les populations éligibles à bénéficier de cette protection sociale? Parce que si l'on ne travaille pas au niveau de l'appui à l'accès, c'est-à-dire si on ne va pas aider les populations éligibles à s'insérer, si l'on ne va pas créer un système attractif, je ne dirais pas uniquement efficient ou efficace. Des collègues ont parlé Jaidi a parlé de pérennité, de durabilité, mais maintenant c'est la question de l'attractivité et surtout une attractivité des populations éligibles. Voilà ce que j'ai dit. Merci. Donc c'est toute la question du ciblage qui est posé, du scoring. Nous allons y revenir enfin tout à l'heure certainement, que toi aussi en fait tu as beaucoup réfléchi sur cet aspect. Et effectivement, la défiance actuelle du système, comment la corriger par une meilleure connaissance, une communication avec les bénéficiaires. Je pense que les collègues ont certainement des propositions à formuler dans ce sens. Merci beaucoup, c'est Arabi. Merci aux deux intervenants, c'est Abdelaziz et c'est Aziz, nos amis, pour leur présentation combien pertinente, et ça nous a aidés. Juste pour préciser, justement au niveau de l'université, puisque CHB en parlait tout à l'heure, nous sommes en train de mettre en place un programme de recherche où il y a ici même présent au moins 5 parmi les chercheurs qui travaillent sur sa taxe protection sociale. Donc, on prend à cœur toutes ces problématiques. Je voudrais revenir sur un au moins des défis que C. Abdelaziz a évoqué, c'est le côté offre. Je crois que je vois bien Sedouidish le dire, puisqu'on peut inciter le côté demande. Je crois même que le RAMED a souffert justement puisqu'il y a eu une demande beaucoup plus grande que ce qu'il y avait. C'est pourquoi on a vu 11 millions au lieu de 6 millions ou 6 millions 7. Et cette offre, je voudrais l'allier à l'un des autres défis, c'est Abdelaziz, celui de la régulation. Je crois que c'est là. Sous une autre casquette que je porte, j'ai suivi l'étude sur les cliniques privées et comment elles sont gérées au Maroc. Et tout le monde le sait comment et les problèmes qui sont posés. À la fois, les hôpitaux sont repoussants puisqu'il n'y a pas d'attractivité, mais on sait bien que les cliniques privées, il y a un problème de gestion. Le problème des médecins, avec tout le débat de société qu'il y a, tout ce qui est des pharmacies et de la filière pharmaceutique. Et tout le monde sait maintenant comment le problème est posé. On peut très bien voir que les médicaments coûtent plus cher, mais comment gérer vraiment cette situation, puisqu'il est facile de l'énoncer, mais il n'est pas clair
en termes de régulation, comment on l'a géré. Je sais, c'est Abdelaziz, que vous assistez à la chose et vous voyez comment il est posé. Je crois que nous avons dépassé le niveau des diagnostics et c'est ce qui apparaît dans les deux exposés. Le niveau diagnostic, même dans le rapport de nouveau modèle de développement, le diagnostic est dépassé, on le voit, puisqu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites. On est à l'étape de l'action, et je crois que c'est ça ce qu'il faut, et je crois que Seydouidiche a parlé d'une chose, sur l'analyse de l'efficacité des programmes que l'on avait. Et moi, je pose l'autre question. Pour tous les packages de politique qu'on vous mettra en place, est-ce qu'ils n'ont pas été analysés? Est-ce qu'ils doivent être analysés en T? Si on ne les analyse pas comme il faut maintenant, ben, on peut les analyser après pour dire que ça a échoué. On a plusieurs exemples à ce niveau et je crois qu'il faut revenir là-dessus. Deux autres points, mais peut-être ma collègue Dorothée peut en parler, pour le revenu minimum. On l'effleure, mais personne n'ose vraiment aller dedans. On aimerait bien que le gouvernement actuel, d'ailleurs les partis qui le composent, j'ai regardé les programmes politiques, je crois 2 sur les 3 partis qui composent le gouvernement actuel, on avait parlé. Au moins 2 sur 3, je vous laisse pour aller chercher lesquels des 2 sur le 3, on parlait de ça. Ben, il faut les interpeller, leur demander, ben, maintenant vous êtes là, dites-nous qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi et comment, la façon. C'est l'Arabie parlait des allocations familiales. Ce matin même, à l'ONDH, on avait présenté un travail à mi-parcours sur l'impact des allocations familiales sur la pauvreté. On peut très bien tout de suite reprendre l'exposé pour vous montrer combien ils sont pro-pauvres. Et on sait pourquoi, puisque ce sont les pauvres qui n'en bénéficient pas. C'est pourquoi ils sont pauvres. Et donc, il y a beaucoup d'analyses qui nous interpellent tous pour regarder comment cette protection sociale, avec différentes dimensions, doit être faite, doit être intégrée, doit être régulée. Je crois que c'est Abdelaziz nous a donné, en plus de la feuille de route du gouvernement, une feuille de route de défis auxquels on doit répondre pour accompagner le nouveau modèle de développement. Je vous remercie pour ne pas être très long. Merci. Je pense que la réflexion et la recherche et les études d'impact ex ante, ou disons d'analyse ex ante, de certains nombre de mesures sont extrêmement importantes parce qu'elles peuvent nous éviter des fausses routes ou en tout cas des mesures inappropriées. Et la recherche à l'université ou dans les centres de recherche est appelée aussi à contribuer fondamentalement à mieux rendre visible à la fois les mécanismes et en même temps l'efficacité et l'efficience aussi de ces mécanismes, les deux aspects. Nza. Merci Cél Arabi, merci à nos amis. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les brillantes interventions. Je voudrais juste souligner que pour moi, personnellement, protection sociale, elle rime aussi avec pacte national. Parce que je pense que c'est quelque chose qui mobilise, qui devrait mobiliser l'ensemble de la population. La question de la territorialité a été posée par Mohamed Brif, je la considère très importante. J'aurais pu aussi aller dans la question de la régionalisation, puisque c'est aussi un système démocratique qui doit aussi s'exprimer à travers cette protection sociale qui veut réduire les gaps. Et quand je parle de pacte national, d'ailleurs, je me pose la question, où en est justement ce pacte national pour que les Marocains s'approprient. Et pour réussir, je pense, ce chantier, l'élément confiance est très important. Construire des relations de confiance est très important. Et ça, seul le gouvernement et le secteur public ne peut pas le faire à lui seul. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des éléments? Quelles sont les différentes étapes? Où se situe l'ensemble des acteurs de la société civile et les autres acteurs pour justement réussir une sensibilisation, faire adhérer les gens, réfléchir justement par de l'innovation. Innover parce que je pense que la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est le financement. De quelle manière va-t-on financer? Faisons-nous appel à justement des jeunes leaders en technologie ailleurs pour justement réfléchir et accompagner le gouvernement. Je pense qu'il est très important qu'il y ait cette ouverture tant attendue qui a été quand même emblématique pendant la préparation du nouveau modèle de développement où la Commission a procédé à des audiences, des consultations avec l'ensemble de la société. Aujourd'hui,
partie de la société qui a contribué, je pense qu'elle devrait aussi être interpellée et associée dans ce processus qui promet d'être lent, important, mais aussi périlleux. Merci. La question aussi sur le citoyen, la finalité de ce modèle, et en même temps, pas tout simplement en tant que finalité, mais en tant qu'acteur enfin, de ce modèle. Et cette approche renvoie non seulement à la question de faire un système ou produire un système public d'assurance pour le public, mais au-delà d'être pour le public, mais avec le public en tant que tel, avec les acteurs citoyens. Sous quelle forme? Quel est le rôle enfin de la société civile? Quel est le rôle enfin des syndicats dans les débats? Quel est le rôle des conventionnements et comment enfin ils peuvent se faire avec les praticiens enfin du système? Ce sont évidemment enfin des questions qui sont extrêmement enfin importantes et qui représentent en elles-mêmes aussi des défis. Ce n'est pas un projet de politique au sens simple du terme. Quand je dis politique, c'est-à-dire d'un État ou d'une administration, hein, ni même des acteurs professionnels. C'est aussi une refonte et qui appelle aussi de la responsabilité de la part enfin, du citoyen. Que ce soit le citoyen couvert dans le domaine de la couverture médicale classique ou du citoyen qui peut être dans une situation de vulnérabilité, mais d'autres qui ne le sont pas et qui peuvent être des passagers clandestins. Des données viennent d'être livrées à partir de l'enquête enfin, de l'ONDH sur qui bénéficie du RAMED et on voit un peu là les iniquités ou les discriminations et les iniquités enfin, du système. Donc là aussi de la transparence, du débat, de la visibilité et en même temps de l'implication citoyenne, c'est aussi une des garanties de l'efficacité enfin, de la réforme. D'autres interventions où je donne la parole à nos invités pour réagir aux questions qui ont été posées. Sadna. Merci. J'essaierai de répondre à quelques questions, combien pertinentes, qui ont été posées, notamment celle que vous avez posée, Monsieur Le Wali, par rapport au rôle des collectivités locales. Et quand j'avais dit que ces approches qui sont développées au niveau central, au niveau des ministères, doivent être déclinées au niveau régional, je pensais bien sûr non seulement aux représentations déconcentrées des différents ministères qui aujourd'hui peut-être ne sont pas impliqués, mais également aux collectivités locales, ces politiques, cette extension de la protection sociale, la réforme des systèmes de santé doit avoir nécessairement un ancrage territorial. Sinon, il sera voué à l'échec. S'il n'y a pas une adhésion, s'il n'y a pas une appropriation de ces politiques peut-être pensées top-down, au niveau territorial, au niveau le plus, je dirais, au niveau de la commune. Et là, je pense il faut que, au niveau des moyens, et vous avez vécu cette expérience quand on a transféré des prérogatives durant les années 90 aux collectivités locales, les moyens n'ont pas suivi. Qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, et on a vécu des problèmes que vous avez gérés, notamment au niveau de la ville de Fès, parce que les moyens appropriés n'ont pas été mis en place. Et ceci m'amène peut-être par rapport à une proposition de la Commission sur le nouveau modèle, qui a pensé peut-être à la création d'agences régionales de la santé. Si ces agences n'ont pas un ancrage au niveau des collectivités locales, au niveau des territoires, je pense qu'on sera une sorte de duplication de ce qui existe déjà, et sans parler de la définition de leur rôle, de leurs attributions, pour qu'il n'y ait pas des conflits à un niveau ou à un autre. Moi, je pense que rien que ce chantier mérite des commissions dédiées,
Ces derniers jours, j'ai vu qu'une convention a été signée avec les présidents de région pour aller vers la régionalisation avancée. C'est un pas peut-être qui doit être suivi par d'autres et je pense que notre pays a la possibilité de relever ce grand défi. En tout cas, depuis que je suis entré à l'administration, j'entends parler de la décentralisation, de la déconcentration, ça fait des décennies. Ces dernières années, je pense qu'on commence à voir le bout du tunnel par rapport à ces grandes questions qui ont un impact extrêmement important sur les populations. Et sur la question que j'ai évoquée des déserts médicaux, qui sont en train de naître. En tout cas, personnellement, je vois une inquiétante montée d'implémentation des cliniques et de professionnels de soins, biologistes, médecins, etc., mais dans les axes traditionnels. Casa, Quneitra, donc Rabat et quelques grandes villes, mais le reste du pays, je n'ai pas vu une clinique qui est installée ailleurs, Rachidia ou la Tinrir ou d'autres villes, Gulmim, etc. Il n'y a pas parfois, et là nous avons des statistiques assez fines, certains professionnels, certaines spécialités n'existent pas dans certaines même grandes villes. Pendant la pandémie, pour faire des tests PCR dans des grandes villes, Fès, par exemple, les gens sont obligés de se déplacer vers Meknès ou vers Ada pour faire un test PCR. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler parce que ça ne sert à rien d'encourager l'implémentation des professionnels de santé ou autres dans des zones qui sont déjà peut-être saturées. Rien que dans ce quartier-là où on est, avant, il n'y avait pas de clinique. Aujourd'hui, ça pousse comme, j'allais dire, des champignons au point, et ça c'est vrai, ils se disputent, les agents, les gestionnaires. Je pique un bon gestionnaire dans cette clinique, je le prends chez moi, etc. Donc, pour vous dire que cette question de répartition équitable des systèmes de soins dans son ensemble se pose avec acuité. Et là, vous avez mis le doigt sur un point qui mérite qu'on s'y attarde, en tout cas que les instances concernées commencent à l'approprier. Pour la question de l'évaluation, est-ce qu'on a évalué par rapport au RAMED ? Moi, je pense qu'il y avait un bon nombre de rapports qui ont été faits dans ce domaine, notamment par l'OMDH, par des experts externes, par l'administration elle-même. Il est un des acteurs de ce Oui, je sais. Mais le problème du RAMED, vous le savez très bien, les ressources financières n'ont pas suivi, les hôpitaux publics n'ont pas développé les plateaux médico-techniques pour accueillir les malades dans des conditions décentes. Et puis, ce terme RAMED, ramédiste, carte RAMED, était quelque peu stigmatisant pour bon nombre de personnes. Et donc, le rendre comme régime assurantiel, ça donne exactement les mêmes droits à quelqu'un qui n'a rien, comme celui qui paie pour son assurance maladie à travers ses cotisations. Donc, ce n'est plus quelqu'un, je l'espère, qui sera stigmatisé du fait qu'il est porteur d'une carte RAMED. C'est un assuré comme n'importe quel autre assuré qui doit avoir droit aux mêmes prestations, au même panier de soins solidaires, ce que j'ai appelé comme panier de soins solidaires. Maintenant, la question de l'accessibilité, si demain je demande à cet ex-ramédiste de faire l'avance des frais,
Et là, c'est une question très délicate qui se pose. On va assister peut-être à un renoncement aux soins. Les gens ne vont pas se faire soigner. Peut-être il va se faire soigner quand il y aura une prise en charge totale à travers le tiers payant. Et c'est ce que vous avez appelé l'appui à l'accès. Moi, pour ma part, je dirais que cette catégorie doit être dispensée de faire l'avance des frais comme nous autres, parce que les statisticiens le savent, donc il y a une corrélation étroite entre la consommation des soins et le niveau de revenus. Plus on a les moyens et plus on consomme. Et donc ça, c'est une question qu'il faut traiter, peut-être également par l'adoption de ce que j'ai appelé un bouclier sanitaire qui protège les plus vulnérables, les plus fragiles, qui ne sont pas capables de faire l'avance des frais. Alors, pour les points qui ont été soulevés par notre ami Sito Ami, moi, je pense, par rapport à cette régulation qui est prévue dans les différents textes qui ont été adoptés, notamment cette loi 3407 sur le système de santé et l'offre de soins, qui n'a pas jusqu'à aujourd'hui de texte d'application et qui s'applique uniquement au secteur public. Autrement dit, le secteur privé, il peut s'installer là où il veut, là où il y a des revenus, là où il peut rentabiliser, entre guillemets, son projet, et sans parler du fait que tous les outils de régulation de l'offre de soins privés, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple pour les équipements lourds, IRM, PET scan, etc., il faut une autorisation préalable pour le faire. On ne peut pas installer des équipements lourds extrêmement coûteux. Vous voyez ici à Rabat, il y a des IRM partout, des PET scans partout, et que dans d'autres villes, même dans de grandes villes, moi je connais des gens qui font peut-être 200 km pour faire des explorations ici à Rabat ou à Casablanca. Également sur la régulation des intrants, des médicaments en termes de coûts. Ça fait des années qu'on présente des rapports sur cette question. Pourquoi ? Et on avait au sein de la CNOPS la plus grande centrale d'achat des médicaments coûteux, beaucoup plus grande dans le temps que le ministère de la Santé. Ce n'est qu'à partir de 2012 que le ministère de la Santé a commencé à acheter les médicaments coûteux grâce à la fondation Lalla Selma. Et donc, les données qu'on communique souvent au ministère concerné sont basées sur cette expérience de gérer des médicaments coûteux, et on avait les prix les plus bas au Maroc. Aujourd'hui, l'écart entre les prix qui sont publics, les prix de vente publics et les prix publics dans d'autres pays, notamment la France, l'écart, comme je l'ai dit, il est de 3 fois, 4 fois, etc. La relation entre les pouvoirs publics et les producteurs de soins privés également, je crois que c'est un point, et je pense que c'est l'Arabie pense également la même chose sur cette question. Il faut redéfinir les relations entre les tutelles de ce secteur avec tous les professionnels de soins, parce que malheureusement, certaines pratiques délétères qui existent, tout le monde connaît, vous savez que moi j'ai vécu ça personnellement par rapport, je vous délivre une prestation, mais ne me demandez pas la facture, donc payez le cash.
Il ne demandait pas un justificatif, etc. Donc tout ça, je crois qu'on a été les dépassements des tarifs, même parfois des tarifs qui sont pratiqués ailleurs. J'ai vu des factures qui dépassent ce qui se fait en France, par exemple. Et c'est pour cela que sur ces domaines-là, nous avons, ça a été dit par C. Aziz, nous avons besoin des universitaires, d'experts venant de l'université pour accompagner les administrations, les caisses sur toutes ces questions liées à l'extension de la couverture médicale ou la protection sociale, pardon. Parce que bon nombre de phénomènes, bon nombre de sujets qui peuvent être portés par ces experts de concert avec l'administration, on les laisse de côté, on les oublie. J'ai parlé tout à l'heure du renoncement aux soins. Le constat qu'on a fait jusqu'à présent par rapport à la sinistralité entre la CNOPS et la CNSS, au niveau de la CNOPS, c'est presque 50%. La sinistralité est de 50%, c'est-à-dire que 50% des assurés déposent au moins un dossier maladie par année. À la CNSS, c'est à peine 22%. Et on se pose la question, est-ce que le fonctionnaire, je dirais, dans son ADN, a quelque chose qui le pousse à consommer? Non, c'est une consommation tout à fait normale. Et par contre, au niveau des assurés de la CNSS, la majorité, ce sont des smigards. Et donc, payer 4 ou 5 jours de salaire pour une simple consultation, médicaments, analyse biologique, etc., ça lui coûte cher. Le ticket modérateur qui est de 30%, contrairement à la CNOPS qui peut aller jusqu'à 100%, 90% ou 80%, et nous avons également, les fonctionnaires ont tous une ou deux complémentaires. Et donc, ce reste à charge ou ce ticket modérateur plus exactement, peut-être peut repousser certaines catégories à ne pas se faire soigner, à renoncer aux soins ou voir d'autres alternatives qui ne relèvent pas de la médecine. Tous ces phénomènes, moi je pense, méritent d'être portés par l'université à travers une discipline malheureusement qui n'est pas développée dans nos universités, à savoir l'économie de la santé. Moi, j'entends parler de ça au niveau de quelques universités, mais franchement, je crois qu'on doit y travailler tous à travers la création de cette école de formation à la protection sociale qui doit professionnaliser les formations au profit des managers et au profit de l'administration, etc. Nous n'avons pas également, et je pense que ça a été fait récemment, la dernière fois je l'avais dit, une structure qui s'occupe de la protection sociale ou de l'assurance maladie dans certains départements. Ça a été fait récemment au niveau des ministères des Finances. Je pense une division de la protection sociale qui a été créée. Et pour le ministère de la Santé, on a piqué carrément une direction au ministère de l'Emploi qui a été placée au niveau sous tutelle du ministre de la Santé. Donc c'est déjà un pas, mais d'autres, je dirais, doivent suivre. Et l'accompagnement, en tout cas, d'experts dédiés sur ces sujets-là qui doivent accompagner les administrations, il est franchement le bienvenu parce que mes collègues, je sais qu'ils sont débordés. Ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont le quotidien également par rapport à leur gestion quotidienne des secteurs qu'ils gèrent, etc. Merci. Merci, et merci pour cet appel à la recherche et au développement de l'économie de la santé, enfin dans notre pays, dans nos institutions universitaires et dans nos institutions de recherche. Je ne vais pas hésiter à répondre à Mohamed qui nous a titillé sur la question du territoire et de la santé, mais très rapidement. C'est vrai que c'est une question à laquelle a répondu Abdelaziz.
Mais ça mérite évidemment enfin une réflexion parce que à quoi il s'agit de répondre? Est-ce que c'est la question des compétences des collectivités territoriales? Nous savons que les compétences des collectivités territoriales telles qu'elles sont définies par la loi, peut-être que la santé est à transférer dans un délai enfin, à venir. J'espère qu'il sera le plus court. Mais aujourd'hui, enfin, elles n'ont pas cette compétence d'une certaine manière. Donc on raisonnera toujours par rapport à comment l'État ou la politique publique est déclinée territorialement. Pas territorialisée, parce que les compétences au niveau local ne sont pas dévolues à ces collectivités. Comment elle peut être déclinée, mais déclinée efficacement. Il a évoqué la question de la carte sanitaire, sur laquelle il y a tout un travail aussi de réflexion à faire. Et au fait, décliner quoi? Décliner beaucoup plus la réflexion sur les aspects relatifs à l'offre de soins, beaucoup plus qu'à l'assurance maladie. Peut-être qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales peuvent prendre un certain nombre d'aides médicales, éventuellement, ou d'aides à des populations vulnérables, mais pas la gestion enfin, de l'assurance maladie, d'une certaine manière. Donc, en fait, ce dont il s'agit, c'est beaucoup plus la carte sanitaire, comment elle peut être extrêmement enfin, efficace pour éviter les disparités de couverture, et comment enfin gérer aussi de manière déconcentrée la politique des soins à l'échelle des territoires. Je crois que tu serais d'accord avec moi sur cet aspect-là. Et la gérer, bon, enfin, il y a cette proposition de la commission enfin, sur la mise en place d'agences régionales de la santé qui mérite une réflexion. Mais à mon avis, avant d'aller peut-être vers ce système, essayons de voir pourquoi les initiatives de déconcentration qui ont été menées déjà depuis quelques années par le ministère de la Santé n'ont pas donné le résultat escompté. Et il y avait un schéma qui était le SROS, les schémas régionaux enfin, des offres de soins, qui étaient enfin, des schémas assez cohérents dans la mise en rapport à la fois du public et du privé, dans l'identification enfin, des offres de soins et des besoins et de la carte sanitaire de la région et de sa répartition, de l'affectation des moyens de manière déconcentrée entre le central et le régional. Mais les SROS, on a essayé de faire peut-être à Oujda une première expérience pilote, mais qui n'a pas été généralisée, qui n'a pas été édifiée. Là, on a une matière à réfléchir avant de peut-être d'envisager une alternative qui serait celle des agences. Parce que moi, je crains souvent sur la question de l'agence, il y a une tendance comment on appelle pas, l'agenciarisation de la politique publique. À chaque fois qu'il y a un problème, il faut créer une agence parce qu'il faut éviter les dysfonctionnements, parce que l'administration, parce que les ministères, parce que le budget, parce que les moyens, etc. Donc, en fait, c'est un débat qui est intéressant à établir. Et nous sommes dans cette nouvelle phase du schéma de déconcentration. Peut-être que c'est intéressant de voir comment aujourd'hui le ministère de la Santé réfléchit et formule ce schéma de déconcentration qui est propre dans le cadre de cette cohérence d'ensemble. Parce que non plus, il ne faut pas raisonner au niveau du ministère de la Santé en tant que tel. La santé, c'est aussi un bien dont l'atteinte ne peut être réalisée que si on réalise aussi un certain nombre de réformes dans des secteurs connexes, d'une certaine manière. Voilà, c'était un peu pour provocation à ta question. Alors, j'ajouterais que, en plus de ça, moi je pense que la question, ou bien la thématique de la protection sociale, c'est une thématique dynamique, par sa connotation économique, sociale et particulièrement démographique. C'est-à-dire les problèmes changent dans le temps. Les personnes âgées, par exemple, chez nous, d'ici 2035, aujourd'hui on est à 10%, on va passer à 18%. 2040, 20%. C'est-à-dire les problématiques changent. Et les réponses également doivent changer également. Donc c'est-à-dire que dans le temps, il y a un changement. C'est-à-dire même les idées qu'on est en train de discuter aujourd'hui, demain ne seraient pas sur la table. Alors dans l'espace, je pense que c'est comment répondre aux besoins de la population. C'est à travers ça qu'on peut dire que c'est en fonction des spécificités territoriales. Vous le savez très bien, M. Mohamed, les problèmes de Casa ne sont pas les problèmes de Fès. Donc il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut prendre en considération et que, à mon avis, il faut laisser l'élu local répondre aux besoins de sa population localement.
Il y a des choses qui se font aujourd'hui déjà. Dans le cadre de la protection sociale, il y a des choses, mais ne sont pas évaluées, ne sont pas quantifiées, ne sont pas par manque d'informations, par manque de statistiques. Alors, cette dynamique de la protection sociale impose également une dynamique de ciblage. Le ciblage, si on met en place aujourd'hui le registre, on est appelé à l'actualiser chaque fois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique entre les programmes et l'information statistique. Si Mohamed nous a posé une question sur le RAMED. C'est très bien, mon ami, c'est Mohamed, qu'il y a des erreurs d'inclusion comme il y a des erreurs d'exclusion. Et que, faute de rien, nous avons aujourd'hui le RAMED. Nous avons aujourd'hui le RAMED. Demain, on doit basculer vers le registre social unifié. Et à ce moment-là, moi, je pense que c'est la continuité, c'est l'actualisation de la formation. Et c'est ce programme-là qu'il faut chaque fois interroger et pour qu'il puisse répondre convenablement aux différents programmes de protection sociale. Alors, également, cette dynamique-là impose la recherche. Cette dynamique-là impose l'évaluation. Alors, l'évaluation qui a été citée, je pense qu'on a fait l'évaluation. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on n'a pas cette culture-là d'évaluation. C'est qu'il faut avoir cette culture-là, chaque programme doit être évalué. Et à ce moment-là, effectivement, on va avoir ces travaux-là, que ce soit dans le cadre de la recherche ou bien même de l'administration. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'interventions qui nécessitent en fait l'évaluation des politiques publiques. Et à ce moment-là, on va voir combien on va gagner en termes de retour d'investissement sur les programmes, ce programme de protection sociale. Alors, la question de oui, moi je pense qu'il s'impose. Personne ne doit être exclu en fait, de la réflexion. La société civile joue un rôle très important aujourd'hui, et particulièrement au niveau local. C'est-à-dire il faut l'impliquer. Et là, c'est un secteur, c'est une thématique en fait qui nécessite l'adhésion de tout le monde. Donc la mobilisation de tout le monde. L'État ne peut pas le faire. Donc il faut des intermédiaires pour le faire. Et le rôle de la société civile, il est dedans, il est primordial. Et ça a été démontré, ce n'est pas uniquement chez nous, moi je pense à travers le monde. Et ils ont un rôle dans ce domaine-là. Elles aident les gens, ils viennent en appui aux gens, et puis je pense qu'ils contribuent largement au programme de la protection sociale. La question d'efficacité, oui, il faut des programmes efficaces. Et l'un des outils en fait, pour mesurer l'efficacité, c'est l'évaluation. Reste un point qui est très important, qui n'a pas été évoqué dans les questions, c'est la question de la convergence. Moi, je pense aujourd'hui, tous les rapports, que ce soit des instances internationales, que ce soit les rapports en fait, au niveau national, insistent sur un point. On est très fort individuellement, mais on est faible collectivement. Et ça, moi, je pense qu'il faut mettre l'accent sur la question de la convergence. Travaillons ensemble sur des sujets comme la protection sociale. On ne peut pas le faire. Un seul département, on ne peut pas le faire. Ça touche tous les départements, ça touche toutes les couches de la population, ça touche toutes les catégories des différentes institutions, même publiques. Et je pense que la question de la convergence, aujourd'hui, elle s'impose parce qu'on va gagner énormément en termes de retour d'investissement, mais également en termes de PIB. Peut-être on est en train de perdre. On n'a jamais fait l'exercice qu'est-ce qu'on peut gagner en travaillant ensemble, mais je pense qu'elle s'impose et face à ça également, il faut l'évaluation. Donc convergence et évaluation aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on a un département qui porte les deux thématiques explicitement. Avant, c'était implicitement, mais aujourd'hui, c'est explicitement. Et je pense que, bien que l'évaluation, ça reste interne, quoi. Donc, c'est une auto-évaluation du gouvernement. Ils n'ont pas l'évaluation au sens large du terme. Là, on impose l'indépendance en bonne et due forme pour évaluer les programmes. Merci. Merci, Djibril. Nous arrivons au terme de notre rencontre. Je crois que, à la fois par la qualité enfin, de nos invités, de nos intervenants, et par aussi la pertinence d'un certain nombre de questions et de l'ensemble des questions formulées dans la salle,
nous avons eu droit à un moment intéressant, pour ne pas dire très pertinent, de réflexion sur le volet mise en œuvre de ce grand chantier, avec ses multiples dimensions, avec ses dizaines de défis, si ce n'est pas plus d'une dizaine de défis. Nous avons essayé d'apporter à travers les contributions de nos invités quelques éléments de réponse pour rendre plus visible la mise en œuvre, ou en tout cas pour attirer l'attention sur les grandes difficultés que l'on pourrait rencontrer dans le chemin de la mise en œuvre. Nous les remercions beaucoup d'avoir nous avoir aidés à voir plus clair sur ce grand chantier. Et nous aurons certainement d'autres rencontres parce que cette question est cruciale pour la cohésion sociale, elle est cruciale pour l'avenir du Maroc et pour le bien-être du citoyen. Nous aurons certainement d'autres rencontres sur quelques aspects encore plus précis à aborder. Merci à vous tous et à la prochaine réunion.